Le secrétaire général de la CSA Bénin, Dieudonné Lokossou, était ce vendredi l'invité du 115e numéro de la rencontre hebdomadaire des journalistes à Café Média Plus. Au cœur de cette rencontre avec les hommes des médias, la décision gouvernementale interdisant les activités des associations estudiantines dans les universités nationales. Un décret qui est pour le secrétaire général une exagération du gouvernement. Par rapport à l'interdiction même des activités sur les campus, nous pensons que le gouvernement a exagéré. Le SNES, par exemple, le plus grand syndicat à l'université, est affilié à la CSA. Donc tout ce qui se passe sur le campus, ça nous intéresse. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on brime les gens. Si vous mettez en parenthèse les activités des gens, je ne vois pas, s'ils ne peuvent plus fonctionner, ils ne sont pas dissous, mais ils sont dans quel est leur statut actuel? À en croire le secrétaire général de la CSA Bénin, le gouvernement du président Talon veut instaurer la pensée unique, ce qui ne passera pas. À cet effet, il invite les étudiants à se réveiller pour mieux défendre leurs intérêts. Il y a des tests qui régissent le fonctionnement de l'université. Lorsque quelqu'un enfreint à la loi, mais on lui applique le test. Il ne faut pas laisser les gens faire et après que ces enfants-là, ces étudiants-là, eurent été sanctionnés, qu'on revient renforcer la sanction. Parce que pour moi, c'est une double sanction si les gens ne peuvent pas fonctionner librement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et moi, je ne suis pas un adepte de la pensée unique. Si on dit qu'avec 3 mouvements estudiantins, qu'on ne peut pas les canaliser, c'est un aveu d'incapacité. Le secrétaire général de la CSA Bénin annonce par ailleurs une sortie des centrales et confédérations syndicales pour le jeudi prochain. Pour nous, le silence n'est plus possible. Le jeudi à 15h, vous aurez notre son de cloche. Nous le ferons parce que nous n'avons jamais pensé qu'en siégeant au palais, on va tourner le fusil vers les étudiants, vers les travailleurs, a-t-il conclu. Des pleurs, sans doute de joie, pour ces filles de Chibok qui peuvent enfin retourner chez elles. Elles sont 21 et ont été accueillies jeudi à Abuja par le vice-président nigérian. Le pays entier a attendu votre retour. Pendant tous ces longs mois, le pays entier a attendu de vous revoir. Nous sommes très contents de vous voir. Nous sommes très contents de vous revoir. Un sentiment que partagent également les militants de Bring Back Our Girls. Ces derniers se sont rassemblés dans la capitale nigériane pour célébrer ce jour qui, selon eux, demeure inoubliable pour les Nigérians. Je suis tellement heureuse, folle de joie. Je me sens sur un petit nuage, même s'il reste de la douleur parce qu'il reste 197 autres filles là-bas. Mais le fait que 21 aient été libérées, c'est un jour incroyable pour les Nigérians. Je suis fière de mon pays. Au cours d'une conférence de presse rendue jeudi, le ministre de l'Information a tenu à donner quelques éclaircissements, déclarant que la libération n'avait pas été obtenue en échange de prisonniers. Veuillez noter que cela n'était pas un échange. Cette libération est le fruit de douloureuses négociations et de confiance des deux côtés. Nous voyons ceci comme une première étape vers la libération éventuelle de toutes les lycéennes de Chibok en captivité. Le ministre a assuré que les négociations avaient été intenses avec le commandement du groupe djihadiste Boko Haram, affirmant qu'à partir du moment où elles ont réussi à établir un lien de confiance, les deux parties se sont mises d'accord sur la date et le lieu de la libération des 21 filles. Il a ensuite ajouté qu'il s'agissait d'une étape majeure dans ce conflit qui a dévasté le nord-est du Nigeria depuis 2009. Les jeunes femmes devraient recevoir un suivi médical et psychologique et leur identité devra être confirmée par leur famille avant d'être dévoilée à la presse. Le retour des filles de Chibok avait été l'un des points forts de la campagne du candidat Muhammadu Buhari, finalement élu en mai 2015. Ce dernier s'est dit heureux de la libération des 21 lycéennes jeudi avant de s'envoler vers l'Allemagne, notamment pour demander un soutien financier et logistique, alors que le nord-est est totalement détruit par la guerre et que la situation humanitaire est catastrophique.
Depuis ce jeudi, se tient à Kigali la 28e réunion des parties au protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone. Un sommet auquel prennent part les représentants de 197 pays pour convenir d'un accord sur la disparition progressive des gaz HFC qui pourrait permettre de limiter de manière significative le réchauffement climatique. Alors l'enjeu pour l'Afrique, il est important, surtout je dirais en termes de développement et en termes de consommation énergétique. Si on parvient à éliminer graduellement les HFC aujourd'hui, l'Afrique est aujourd'hui peu consommatrice, elle aura peut-être les moyens d'aller tout de suite vers les technologies alternatives et de ne même pas consommer ces HFC dont on souhaite se débarrasser. Les HFC sont utilisés depuis les années 1990 en remplacement des chlorofluorocarbures, principaux responsables de la destruction de la couche d'ozone. Mais s'ils sont bons pour l'ozone, ils se sont révélés désastreux pour le climat. D'où l'idée lancée dès 2009 d'un amendement au protocole de Montréal pour leur suppression. Plusieurs projets d'amendement sont sur la table. Ils proposent différentes dates pour le gel de la production et de la consommation d'HFC avant une diminution progressive à des rythmes variables, les pays riches étant invités à agir plus tôt et plus rapidement que les pauvres. Les alternatives sont là et vont rapidement devenir moins chères, mais comme nous le savons tous, comme toutes les autres industries de production en masse, les prix vont baisser. Je suis très optimiste qu'à la fin nous allons avoir un accord parce que nous en sommes très proches, mais bien sûr, nous devons faire l'effort supplémentaire. Et si nous parvenons à cet accord, ce sera un des meetings globaux les plus importants de cette année et ça réduira la hausse de la température globale d'un demi-degré. Ça peut paraître faible, mais ce sera un énorme succès. Si un consensus se dessine, notamment sous l'impulsion du président américain Barack Obama sur le vote de cet amendement, il reste à financer cette transition. Les négociateurs doivent se mettre d'accord sur l'aide à apporter aux pays en voie de développement. Le mois dernier, à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, 16 pays donateurs et 19 organismes et donateurs privés ont promis 80 millions de dollars pour financer un soutien rapide. L'accord de Kigali pourrait intervenir dans la nuit de ce vendredi. Il permettrait aussi de donner un signal positif à quelques semaines de la prochaine grande conférence annuelle sur le climat COP22 prévue à Marrakech, au Maroc.